Bonsoir. La presse papier connaît des difficultés en Côte d'Ivoire. La menace d'une journée presque morte plane sur le pays. On en parle dans le petit débat. Et ce soir, il s'agira également du regard de la société civile sur la vie de la nation ivoirienne. Nos invités du talk sont l'universitaire et écrivain Josué Guébo et l'entrepreneur et écrivain Noé Moïse Kosonou. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, comme le font les grands animateurs. On est très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir et pour ceux qui nous rejoignent, merci de choisir la meilleure des chaînes de télévision. Si vous êtes là depuis le début, vous êtes fidèles et ça fait plaisir. C'est dire que vous avez bien compris l'importance de regarder cette chaîne et cette émission. Pour nous accompagner ce soir sur le plateau, nos chroniqueurs maison sont André Bois. Bonsoir André. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous chez vous. Et Alain Toussaint. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice, bonsoir à tous. Très bien. Vous avez décidé d'avoir le même... Oui, tête sobre dans la salutation. Toujours. Très très bien. Et exceptionnellement, en tout cas on ira, et puis depuis un moment, vous avez remarqué que nous avons sur le plateau des invités qui commencent l'émission avec nous. Et bien ce soir, l'écrivain Josué Guébo, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup. Et puis Noé Moïse Kosonou. On en parlera un jour, hein, de Noé et Moïse en même temps. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. On est content d'être Très bien. que vous soyez sur notre plateau. Bon, on va ensemble porter un regard donc, sur l'actualité et puis on aura l'occasion de parler de vos différentes œuvres. Sur ce, notre petit débat, c'est maintenant, après ceci. La presse ivoirienne serait-elle dans une mauvaise passe, ou j'aurais dit une mauvaise presse? Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire annonce des journées presse morte et on en parle, André. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'ils trouvent que leur activité est vraiment exsangue, compte tenu d'un certain nombre de situations liées aussi à la conjoncture, mais en même temps aussi... moi, je compléterais pour dire que lié aussi à la situation globale de la presse papier, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a beaucoup d'habitudes de lecture qui ne se font plus sur les mêmes supports. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir changer. Bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, quand même, les journaux continuent, mais les intrants qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication des journaux donc, sont devenus beaucoup plus chers, compte tenu de la situation que nous vivons, situation donc, de crise sanitaire mondiale. La question donc, de l'accompagnement de l'État pose aussi problème. Donc, autant de choses qui amènent nos amis du GEPSI à se demander est-ce qu'ils ne doivent pas débrayer pour attirer l'attention de la communauté nationale, donc, en tête duquel il y a bien sûr le gouvernement. Vous en parliez, André, hein, à l'issue de la conférence de presse donc, du 17 janvier dernier. Eh bien, il y a eu ces plaintes-là qui ont été formulées, vous en parliez tout à l'heure. Depuis le 1er janvier 2022, augmentation des coûts d'impression, donc une hausse due à celle des prix du papier à l'international de près de 48% quand même. Alain, tout ça, c'est pas rien. Et bien sûr, je pense que c'est quand même une augmentation assez forte qui impacte négativement l'activité de ces sociétés d'édition. Elles ont également, ces sociétés, dénoncé le fait que les charges sociales étaient très importantes, notamment les charges CNPS. Et André l'a dit tout à l'heure, le fait que l'État ne subventionne pas ou ne verse plus de subventions aux sociétés d'édition. Et puis un élément pour compléter ce que tu as dit, c'est la question d'Edipresse. Parce que vous savez qu'Edipresse est censé donc distribuer les journaux, c'est Edipresse qui récupère les 300 ou 500 francs que coûte justement le journal, et ils font en reverser une partie à la rédaction ou à la publication en question. Donc là aussi, il y a beaucoup d'argent qui manque dans... On dit Fraternité Matin, l'un des imprimeurs, est actionnaire majoritaire dans le capital d'Edipresse qui doit aux entreprises de presse. Oui, c'est l'État en fait Voilà. qui est actionnaire d'Edipresse. Ce qui constitue un paradoxe auprès du GEPSI.
Non, ce n'est pas un paradoxe. Le modèle est ainsi depuis des décennies. Il appartenait aussi à ces sociétés éditrices de journaux de trouver peut-être des palliatifs à Edipresse. Dans les années 2000, je crois qu'il y a une société, le Nouveau Courrier d'Abidjan, avec Théophile Komoro, qui avait essayé de développer son propre circuit de distribution parce que les marges d'Edipresse étaient importantes. Et en plus, Edipresse mettait un certain nombre de temps à retourner aux journaux ce qui leur devait. Donc c'est quand même difficile d'avancer de l'argent sans aucune perspective de pouvoir le récupérer. Alors, messieurs Guébo et Kosonou, votre regard sur la presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que vous qui êtes écrivain, est-ce que vous arrivez de toujours lire de la presse papier, par exemple? C'est ce premier constat. Alors moi, je pense plutôt qu'il y a une rupture au niveau des habitudes. Il me semble plutôt que le contexte sociologique influence un peu le rapport que les lecteurs ont au papier journal. Je me demande si, au-delà des questions de gestion, tout cela, est-ce que les habitudes que nous avons, les nouvelles habitudes que nous avons avec les nouveaux moyens de communication, est-ce que cela n'influence pas significativement le rapport qu'on a au papier journal? Je pense que la réflexion doit pouvoir dépasser l'aspect purement économique. On peut aller plus profondément. Est-ce que les habitudes n'ont pas changé? Est-ce qu'il n'est pas important pour les journaux papier de s'adapter au contexte, sortir du papier pour faire une sorte de, j'allais dire, d'ambivalence, être à la fois papier et numérique, parce qu'il me semble que le contexte D'accord. On va revenir à comment sauver la presse, hein, dans les solutions tout à l'heure. Je crois que vous avez déjà des pistes. Monsieur Cotonou. De mon point de vue, au-delà du circuit ou bien du format, qu'il soit numérique ou papier, le plus important, c'est le contenu. Lorsque vous avez du contenu, vous êtes sur un marché, disons, avec une population qui a besoin d'un certain type d'informations. Est-ce qu'aujourd'hui, les informations qui sont traitées en fait, par la presse, le contenu, est-ce que ce contenu-là intéresse en fait, aujourd'hui la population, intéresse éventuellement les lecteurs? Les lecteurs. Donc à partir de ce moment, je dis, il appartient aux maisons de presse, il appartient aux journaux, de pouvoir recentrer peut-être l'information, de savoir ce qui est important et qu'est-ce que les gens recherchent. Si vous n'avez pas traité d'abord cette question, c'est-à-dire le produit, ce que les gens recherchent, je ne suis pas convaincu que quels que soient les canaux de distribution que vous allez trouver, vous trouverez en fait des clients qui vous en recherchent. André, justement, comparativement, hein, vous avez parlé d'un contexte global, comparativement à notre contexte, celui par exemple en Europe, tous les deux, André et Alain, est-ce que vous estimez que là-bas, les gens s'intéressent, les éditions, les maisons de presse rencontrent les mêmes problèmes qu'on a par exemple ici? Oui, non, le contexte est mondial. Parce que M. Kosonou parlait du contenu, de la façon de traiter. Mais le contexte est mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez des vénérés comme le Times, le New York Times, ou le Figaro, le Libération, ou d'autres journaux des grands pays démocratiques, ces journaux-là ont été confrontés à la même situation. Et c'est là où on arrive sans doute à ce que nous dit Kosonou, c'est-à-dire que c'est des journaux qui arrivent à tenir grâce à leur contenu, grâce à leur capacité à proposer quelque chose. Ça, on en discutera sous le fond des solutions, si tu veux bien, Brice, mais déjà, c'est vraiment c'est l'un des constats, et qui peut être aussi la solution là-bas, parce que remarquez qu'aujourd'hui, le Figaro, prenez l'exemple de ce journal de droite, qui est un vrai groupe sur sur le digital. C'est-à-dire que sur le digital, ils ont des pages qui sont lues des millions de fois. Donc déjà, c'est-à-dire que cette capacité à s'adapter au contexte nouveau est vraiment l'une des clés justement de la question. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Si moi je ne veux pas lire, je prends n'importe quel des journaux, j'allais dire le Nouvel Horizon ou Notre Voix ou le Patriote, est-ce que je peux le retrouver facilement ou simplement sur le digital? C'est ça aussi l'une des questions. Et même quand ça existe, comment on en fait la promotion? Allez, ensuite, M. Guébo. Oui, je pense que la question de l'adaptation de ces médias au digital est un élément important. Et je pense que la presse ivoirienne a globalement raté cette transition vers les nouveaux médias, indépendamment du contenu qui reste fortement marqué par l'adhésion à des partis politiques. Parce que c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure, M. Kosonou parlait du contenu. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette presse-là traite moins bien l'actualité aujourd'hui qu'il y a quelques années? Écoutez, moi je sais qu'il y a 30 ans, au début de ce qu'on appelait le printemps de la presse, moi j'étais en Europe, mais j'avais réussi à m'abonner à la presse ivoirienne pour pouvoir recevoir un certain nombre de journaux. Et je sais que dans les années 90, il y avait une foule d'acheteurs, pas seulement des titrologues, devant les kiosques des journaux,
Parce qu'à l'époque, on avait le Nouvel Horizon, on avait Bolcoche, etc. Donc une presse qui avait quand même créé une espèce de besoin par rapport aux lecteurs. Mais il y a 4 piliers quand même pour le modèle économique de la presse. On vend les journaux, donc recette par la vente, la publicité, et puis on peut être, par exemple, organisateur d'événements. Et il y a un aspect qui est totalement ignoré par la presse en Côte d'Ivoire, c'est la diversification. Et tout à l'heure, André parlait du Figaro. Mais en France, le premier quotidien français, excusez-moi de parler de la France, c'est l'exemple que je connais le mieux pour l'économie des médias, Ouest France, qui est un quotidien régional, qui vend 630 000 exemplaires par jour. Il est suivi par le très renommé Le Monde, quotidien dit national, qui vend 430 000 exemplaires. Et ensuite le Figaro autour de 360 000, etc. Et Libération, le fameux Libération, qui lui est à peine à 85 000 exemplaires. Donc, mais Ouest France marche pourquoi? Parce que Ouest France traite l'information de proximité. Or, ici, on a une presse qui veut absolument traiter de l'information nationale. Quand l'intérêt du pays est totalement délaissé. Il y a quand même une vie économique, il y a une vie sociale, il y a une vie culturelle, il y a une vie, je veux dire, la vie tout simplement dans ces régions du pays. Vous voyez? Donc c'est le modèle aussi qu'on choisit qui permet aux médias de résister ou pas. Monsieur Kebo, vous avez l'impression que les lecteurs sont déçus de la presse? Ce n'est pas mon sentiment. De mon point de vue, je pense qu'on n'est pas suffisamment attentif aux réflexes culturels de nos lecteurs. Je lis la presse écrite, je lis la presse numérique, mais il me semble que la presse écrite n'est pas suffisamment attentive aux nouvelles habitudes culturelles qui sont en vogue. Tout à l'heure, il a évoqué la question de Ouest France, par exemple. Il me semble que les gens ont étudié les habitudes de leurs lecteurs. Il faut, pour moi, réinventer le modèle en étant attentif aux habitudes culturelles. Il me semble qu'on a gardé une cartographie ancienne qu'on veut appliquer 30 ans plus tard. Donc il y a une sorte d'anachronisme dans le rapport de la presse écrite à ses lecteurs. Tout le monde traite peut-être des sujets, en ce moment, on ne peut pas ne pas parler de politique. Est-ce que c'est pas... Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, par exemple, quand on fait dans la presse régionale en France ou même les grands quotidiens américains, ceux qui sont dans les grands États, enfin dans certains États, il y a l'information nationale et puis à côté, il y a l'information locale. Vous avez même vu aux États-Unis, il y a des micro-médias, des petites chaînes de télévision qui couvrent tel ou tel secteur, etc. Et donc, je veux dire, c'est le modèle qu'on choisit. Mais à la décharge de nos amis qui sont éditeurs de presse en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'unité de production de journaux à Bouaké ou à Korogo. Donc, ce serait difficile pour la distribution de fabriquer un journal à Abidjan et de pouvoir le distribuer tôt le matin, par exemple, à Bouaké ou à Korogo. Donc, c'est quand même, je veux dire, on est dans une sorte de sous-développement un peu structurel. C'est-à-dire on a raté certains points qui impactent forcément l'activité de la presse. Moi, je parle d'anachronisme, effectivement. Oui, c'est ça. Il y a un fonctionnement de l'époque que nous vivons et puis celle à laquelle ces modèles ont été inventés. Oui, parce dans que les causes, pour rester sur lui, on sent vraiment une forme d'attachement des Ivoiriens à la démocratie. Enfin, ils s'intéressent au sujet, j'allais dire, public, mais l'anachronisme vient du fait que, justement, l'offre qui est proposée ici est déséquilibrée, n'est pas adaptée à leur curiosité de lecteurs. Donc, c'est vraiment... Vous parlez de la curiosité de lecteur, mais j'ai envie de dire, peut-être que M. Kosonou, vous avez l'occasion de regarder sur la question, est-ce que ce n'est pas parce que la plupart, après je nuance mes propos, de ces partis-là, de ces journaux-là, sont adossés à des partis politiques? Je veux dire qu'aujourd'hui... Allez-y, aujourd'hui, on ne peut pas... un journal comme le Nouveau Réveil ne pourra pas peut pas éviter de traiter la question du PDCI et de parler, par exemple, de ce grand forum qu'il y a eu, par exemple, à Gagnoua. La question que vous soulevez est une question essentielle. Mais avant, n'oublions pas que les journaux, qu'on le veuille ou pas, c'est une entreprise qui a besoin de rentabilité. Il y a deux problèmes majeurs qui vont se poser immédiatement. C'est que les journaux n'ont pas pu s'adapter aujourd'hui aux mutations. Le marché, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Le marché n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. Avant, vous aviez les véhicules qui prenaient les journaux à 5 h du matin pour traverser toute la Côte d'Ivoire pour se retrouver à Bondoukou et revenir le matin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Quelqu'un clique en fait sur son ordinateur, sur son portable, il peut lire Le Monde, il peut lire tout. Donc votre marché n'est plus seulement la Côte d'Ivoire. Et la cible que vous avez en Côte d'Ivoire, son marché n'est plus la Côte d'Ivoire. Elle peut avoir l'information à n'importe quel moment et qui peut venir de n'importe d'où. À partir de cet instant, il appartient aux journaux qui veulent proposer aux lecteurs quelque chose. Ils doivent se réinventer par rapport au marché. Qu'est-ce que le client recherche? Et malheureusement, ils ne peuvent pas répondre à cette problématique, tout simplement parce que le journal n'a pas été créé
pour satisfaire le besoin de curiosité du client. Il a été créé pour véhiculer une idéologie. C'est ça. Et cette idéologie qui est véhiculée ne tient pas compte des attentes de ce client et de ce qui peut l'emmener effectivement à comprendre les enjeux auxquels il est confronté. À partir de cet instant, pour ces deux raisons, vous êtes carrément à côté de la plaque. Très bien. Allez, dans les solutions, Dans les il faut solutions, s'adapter. Ça, donc, c'est noté. Il faut s'adapter. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je pense qu'il y a une chose aussi qui, peut-être qu'il faut revoir. Vous êtes des intellectuels, écrivains, journalistes émérites. Je pense que les journaux, peut-être de chez nous, ne s'appuient pas sur des valeurs. Moi, je pense que ça, c'est... Parce qu'on parle souvent de valeurs, mais je pense que c'est le cœur aussi du sujet. Pourquoi? Parce que vous remarquerez qu'un journal d'obédience ou qui soutient un parti politique ne va jamais publier une enquête fournie, par exemple, par un anonyme ou une enquête très poussée, juste parce que son parti est au pouvoir ou dans l'opposition. C'est pour ça que je parle de valeur. C'est-à-dire que là où, par exemple, on va pouvoir démontrer que je suis de gauche, mais si quelqu'un a dévoyé l'esprit de gauche, peu importe, moi je vais publier et je vais révéler. Et ce qui fait que, comme il n'y a pas ces valeurs, mais le lecteur, à un certain moment, il va juste se contenter du titre. Et puis, il sait qu'il ne va rien apprendre. Il n'y a pas de chemin qu'on ouvre pour lui pour rêver ou pour penser différemment à la société. C'est que la même information est traitée différemment en fonction de l'obédience. C'est ce que Kosono a C'est la qualité de l'information. C'est Voilà. la qualité de votre information qui vous confère une certaine crédibilité. Et c'est avec la crédibilité que vous avez une assise sur votre marché qui est durable. Dès lors que le lecteur, qui est votre cible, c'est lui qui fait, c'est parce qu'il achète que cette entreprise est capable d'en faire du suivi. Mais dès lors que vous n'êtes plus crédible, je dis, c'est à vous de vous réinventer. Monsieur Guébo, alors je me tourne vers vous. Les solutions. Vous avez commencé déjà Tout à fait, je reviens sur la solution que je proposais. Je dis qu'il faut pouvoir être attentif à ce qui intéresse le lecteur. Parce qu'il me semble qu'au-delà du contenu, même au-delà de la question de la crédibilité, je prends des médias qui sont en ligne, Ouais. par exemple, qui ne sont pas forcément crédibles. Mais oui, je dis en termes de contenu. Hein, C'est bien sûr. certaines informations sont très erronées, il y a des informations qui ne sont pas du tout crédibles. Mais l'intérêt pour le lectorat ne tarit pas pour autant. C'est vrai. Parce que les gens ont réussi à intéresser, pas par leur contenu en tant que tel, mais par leur, j'allais dire, attention aux habitudes culturelles de leurs interlocuteurs. Par la stratégie, c'est-à-dire qu'ils savent qu'à un certain moment, les gens sont intéressés par quelque chose. Bien sûr. Je veux dire, on est tous aujourd'hui plus ou moins des blogueurs Ouais. pour balancer des trolls tout le temps, pas une formation scientifique, mais il y a un intérêt. Vous voyez, il y a un vrai audimat, il y a une vraie écoute. Donc, ce n'est pas forcément la qualité, en fait, je veux dire la qualité en tant qu'élément scientifique, mais il semble que c'est d'abord l'écoute attentive que nous avons de nos lecteurs. Très bien. Donc, comme proposition, hein, je voudrais quand même qu'on revienne à la question Ouais. d'une étude plus sérieuse des habitudes de nos lecteurs. Enfin, des lecteurs. Je ne suis plus journaliste. La seule différence, c'est que où on parle effectivement de ces journaux, on parle de rentabilité. Bien sûr. Des gens, lorsqu'ils vont surfer sur Internet pour écouter l'information, c'est vrai, ils sont intéressés, mais pour la plupart, on ne paye rien. Oui, mais je veux dire que Oui, mais une fois, à partir du moment où on a, je veux dire, on a de l'audience, la publicité peut suivre. Oui, parce que d'accord. c'est ce que Toussaint a dit tout à l'heure, j'avais dit, parce que les journaux dont on a parlé, là, le Figaro, tous ces grands journaux, que ce soit Jeune Afrique, tout ça qui ont compris, aujourd'hui, allez sur le site de ces grands journaux, mais vous avez de la Publicité publicité parce industrielle. qu'ils réussissent à capter, comme Tout il à le fait. dit, à attirer la curiosité sur leurs journaux, et puis bon, voilà, des annonceurs arrivent et ça marche plus ou moins, Parce que même les journaux même si on sait qu'il colorés, y a la crise partout. même les journaux colorés, avec tout ce qu'on a comme public captif, ils ne lisent pas les journaux. Très bien. Je veux dire, on a beau avoir un intérêt pour le journal bleu ou vert ou rouge, c'est pas évident que les habitudes d'achat, il va prendre l'information ailleurs, sur Internet notamment. Quelqu'un disait, il nous dit sur la page des réseaux sociaux, il s'appelle Ayouba Diomandé, il dit souvent le titre des journaux n'a absolument rien à voir avec souvent le contenu. Donc après, travailler sur la crédibilité, sur le contenu. Parce que tout à l'heure, Oui, parce que non. travailler sur le contenu parce que le constat qu'on peut faire ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne un certain nombre d'informations, c'est un peu ce que j'appelle le journalisme de communiqué des presses, où les partis politiques, des entreprises publiques ou privées publient des communiqués, les journalistes se contentent juste de copier-coller dans leur colonne ou sur leur site internet. Mais en même temps, moi je leur trouve toujours des circonstances atténuantes parce que produire de l'information de qualité a un prix. Vous imaginez, il y a des journalistes ou des rédactions qui sont dans l'incapacité parfois de rémunérer correctement leurs collaborateurs. Imaginez ces organes-là envoyer un journaliste au Mali ou au Bénin, bon, au Mali pas en ce moment puisqu'il y a l'embargo, ou au Sénégal pour faire un reportage
qui coûte de l'argent et cet organe ne pourra pas. Même envoyer une équipe à Mans ou à l'extrême nord du pays, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que la qualité dépend des moyens. Quand on a un journal qui est un peu fortuné, qui a quelques moyens, on peut le faire. Regardez Fraternité Matin, c'est un journal Ils arrivent à faire des choses, voilà, des enquêtes. parce que c'est quand même l'État qui finance cet organe. Il a plus de moyens que les autres, etc. Et donc je pense moi je crois vraiment à la presse écrite ivoirienne. Oui, absolument. Seulement, il faut changer de paradigme. Il faut changer la manière de voir les choses. Il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux parce que ces journalistes ou ces médias ont laissé d'autres sociétés spécialisées se lancer. Aujourd'hui, on a une soixantaine de titres en ligne. C'est formidable, hein, ça foisonne de partout. Hein, c'est merveilleux. Mais la presse traditionnelle, elle, est restée un peu en retrait de ce mouvement qui aujourd'hui la pénalise. Juste une chose, une précision aussi par rapport à ce qu'on peut terminer vraiment par rapport à ce que dit Toussaint Alain tout à l'heure, c'est la capacité justement à obtenir des informations. Et là, l'État semblait avoir compris la chose avec la KIDP, etc. Mais vous savez, aujourd'hui, le journaliste, on peut se plaindre qu'ils ne produisent pas des choses, mais quelle administration ivoirienne aujourd'hui accepte de jouer son rôle puisqu'on a obligation de s'expliquer sur l'action publique? Mais quelle administration ivoirienne qui va donner droit aux journalistes pour dire, bon voilà, nous, les investissements qu'on a fait dans tel domaine, que ce soit le fer ou je ne sais pas quelle administration, voici, c'est des informations publiques, vous pouvez regarder notre budget, etc. Vous savez, c'est tout ça. Donc l'État aussi est responsable puisqu'il ne fait pas en sorte que chacun joue le jeu. Et au-delà de ces administrations, il y a l'appétence pour nos leaders à parler avec la presse internationale, qu'elle soit plus crédible. Tout à l'heure, on a prononcé le mot. Mais à un moment donné, il faut aussi parler aux médias locaux qui ont besoin de ce contenu pour pouvoir vendre et se développer. Très bien, messieurs. C'est bien noté. On a des pistes de solutions et je pense que notre souhait, c'est qu'on n'arrive pas à cette fameuse journée presse morte. Mélissa Djedje nous rejoint dans un très court instant. Pour moi, juste pour moi, le temps... André, restez sur place pour l'instant. Restez un peu sur place. Je vous donne les scores des matchs en cours. Ah ouais? Oui, Gabon, Comores... Gabon-Maroc, 2-1. 2-1 pour le Gabon. Voilà. Le Gabon Si. Et puis Comores-Ghana. Oui. Ça vous étonnait, 2 partout. Oh. 2 partout. Ouais, très bien. Voilà. Mais là, c'est pas bon pour les gagner, hein, ça. Très bien, c'était juste pour vous donner ces scores. Ouais, vous savez que j'adore. Bon, là, on vient de me signaler tout de suite à l'oreillette que le Maroc vient d'inscrire un autre but. Donc ça fait 2 buts partout, Gabon, Maroc. Ouais. Voilà, vous avez, donc je tiendrai informé comme ça. Ça arrive à tout de suite. D'accord. Les éléphants. Petit remplacement, un petit remplacement comme ça. C'est le coaching. C'est le coaching. Gagnant. Exactement. Je crois qu'André n'est pas très bon au foot, donc du coup on a décidé de remplacer. Bonsoir Mélissa. Que dit la loi à propos d'attribution du nom? Oui, je me suis dit qu'on allait prendre quelque chose de léger, vu qu'on commence l'année et que pendant les 2 premières semaines, j'étais pas là. C'est vrai, vous nous avez manqué. C'est vrai ça? C'est vrai. Alors, je me suis dit qu'on allait parler du nom, de l'attribution du nom de famille. Donc, Monsieur Guébo, Monsieur Kosonou, Monsieur Anno, voilà. Monsieur Alain, tout ça. Monsieur Alain, c'est le nom de famille. Donc, le nom, il a pour but, en fait, de désigner une personne, donc d'individualiser une personne, que ça soit d'un point de vue social ou juridique. N'est-ce pas? Et ça permet de tracer jusqu'à un certain niveau le lien de parenté. Maintenant, comment est-ce qu'on attribue le nom? Donc, on va l'attribuer en général par filiation. Donc, il va y avoir la filiation qu'en droit, on appelle la filiation légitime. Donc, de personnes mariées. On va avoir la filiation naturelle. Donc, dans ce cas-là, on va avoir 2 cas, donc de personnes célibataires ou ce qu'on va appeler l'enfant adultérien, donc conçu hors mariage. Et on va avoir la filiation par adoption. Donc, moi, je me suis dit, on pourrait faire un petit jeu et puis on va essayer de deviner, là, dans les différents cas, quel serait le nom de l'enfant en question. Donc, moi, je pense qu'on va d'abord commencer par la filiation légitime. Donc, disons que moi et puis Brice, on est mariés. Une fois, je n'ai pas d'exemple où je vais en prison. Ça change un tout petit peu. Tous nos vœux de bonheur. Voilà, vous n'avez pas assisté, on s'est mariés en décembre dernier. C'est ça, dans le dos de tout le monde. Donc, disons qu'on a un enfant. Quel est le nom de famille de cet enfant? Il va s'appeler Anno. Oui, effectivement. Par contre, avec la nouvelle réforme qui a eu lieu, moi, je vais pouvoir demander à ce que mon nom de famille soit ajouté. Donc, il peut s'appeler André Anno Djedje.
Ah, André, c'est son prénom, c'est Oui. ça? D'accord. On va s'appeler André. Voilà, il pourrait s'appeler effectivement à ma demande ou même à la demande de l'enfant. Donc, une fois que l'enfant est majeur, il pourrait demander à ce que mon nom soit ajouté. En retirant le mien, Non, non, ajouté. ajouté. Donc, On peut pas- il on peut pas s'appellerait André comme prénom, Anno du nom du père et Djedje du nom de la mère. Voilà. Le seul Allez-y. moyen pour qu'on enlève ton nom, il faudrait que tu désavoues l'enfant. Très bien. Il est né en quelle année, l'enfant? En 2022? En 2022. Parce qu'André, ça fait un peu vieux. Prenez, je sais pas, trouvez un prénom C'est plus vrai, hein. moderne. D'accord. Mathieu. Donc ça, c'est la première possibilité. Ça marche, Mélissa. Voilà. Donc maintenant, la filiation naturelle. Donc prenons le cas de deux parents célibataires. Donc disons, on va reprendre moi et puis Brice en question. Cette fois-ci, on n'est pas mariés. Très bien. Quel est le nom de l'enfant? Anno, parce que naturellement, je suis son père. Ah, Alain, il s'appelle désormais Alain. Merci. C'est ça? Alain, suis je le ne sais pas parrain. si c'est, je sais pas si c'est si jeune. Hein. Monsieur Kosoni, vous donnez votre langue au chat. L'enfant s'appellerait Anno ou Djedje pour le nom de la maman? Dans tous les cas, c'est qu'en droit ivoirien, je crois que le nom patronymique de l'enfant est bizarrement le nom du mari de sa mère. Très bien. Mélissa, dit tout. Ou du Alors, compagnon. On ne ou dit du... pas directement du père parce que cette filiation ne peut pas automatiquement être établie. Donc il est dit que le nom patronymique de l'enfant est le nom du mari de sa mère. Je vous cède ma chaise. Alors, alors effectivement, dans le cas, par exemple, où les deux parents ne seraient pas mariés, ben, il faut qu'on reconnaisse l'enfant. Donc, l'enfant va porter le nom du parent qu'il a reconnu. Donc, en général, on sait qui est la mère, vu que c'est elle qui accouche. Oui. Ah bon. Donc Voilà. la mère a la possibilité de Ben, demander... si tu ne le reconnais pas, dans le cas d'un mariage, le principe du mariage, c'est qu'on va tout de suite reconnaître, on part d'une présomption que le mari est bel et bien, l'époux est bel et bien le père de l'enfant. Donc, dans le cas où ils ne sont pas mariés, il va falloir que le père reconnaisse l'enfant. Donc, si les deux parents reconnaissent l'enfant, c'est-à-dire le père et la mère, par exemple, toi et moi, dans ce cas-là, ça va être le nom du père. Et moi, on va avoir le même du processus où moi, je vais ajouter, je peux demander à ce que mon nom soit ajouté au nom, ou encore l'enfant, quand il grandit, va pouvoir ajouter le nom en question. Très bien. Maintenant, dans le cas où tu n'aurais pas reconnu le père, l'enfant, excusez-moi. Dans ce cas-là, si la filiation est établie après, donc l'enfant va porter mon nom, parce que c'est moi qui l'aurais reconnu, il va pouvoir ajouter, donc à la demande de l'enfant, on va pouvoir ajouter le nom du père. Par contre, on ne va pas retirer le nom de la mère. Et c'est seulement avec le consentement de la mère que l'enfant va pouvoir porter uniquement le nom du père. Maintenant, dans le cas de la filiation qu'on appelle l'enfant adultérien, donc conçu hors mariage. Qu'est-ce qui se passe? Disons que le mari, donc tu aurais eu un enfant hors mariage avec moi. On t'a attrapé. Je ne suis pas très contente. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, ça va. J'ai l'enfant hors mariage et je décide, je le reconnais. C'est ça? Avec l'accord. Avec l'accord? Oui, parce que maintenant, il faut que la mère me donne l'accord pour que je le connaisse Alors, l'enfant. il ne faut pas qu'elle vous donne l'accord, il faut qu'elle soit informée. Sous l'ancienne loi, elle avait besoin, avant la réforme, elle avait besoin de donner son consentement. C'est ça, ok. Maintenant, avec la nouvelle, avec la réforme, elle n'a plus besoin Je de viens donner avec son un consentement. huissier pour lui Juste annoncer. informé, ben voilà, Voilà. me prouesse. Donc, par contre, voilà. ça va chauffer à la maison, mais Il faut vous que je avez vienne le avec un droit. huissier. C'est C'est ça. quand même une Voilà. régression, vous ne pensez pas, non? Est-ce que c'est une Ou régression? pas, je sais pas. On va vous inviter Comment pour ce les débat. Je femmes- vous comment- promets qu'on vous invite Non, pour mais ce moi, débat. je pense que monsieur c'est une Kossoni. bonne chose parce que comment dans les tous les cas, femmes les enfants ont besoin de reconnaître, peu importe la situation, on a besoin d'établir la filiation des enfants. Alors, Mélissa, dans ce cas, Le l'enfant fait porte le nom de qui? Pardon? L'enfant porte le nom de qui dans ce cas? A priori, celui de sa mère, puisque c'est évident que c'est sa mère. Sauf si, effectivement, le père a fait la procédure pour reconnaître l'enfant Très bien. et donc informer sa femme. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui arrive si, disons que c'est moi qui ai conçu l'enfant hors mariage? Avec, L'enfant porte le nom toujours. Vous du mari. suivez? Haha. Il s'appellera Anno. Il s'appellera Anno? Oui, Même de si elle par la conçoit loi. l'enfant hors mariage. oui, bien sûr. Même si elle a brisé l'anneau. Ce soir, Et ce là, soir, moi- Alain, vous n'êtes pas le moi, seul. j'ai pas besoin de Le jeu t'informer, mots. hein. Oui, très très bien, oui. Par contre, effectivement, il va falloir prouver, mais avec des preuves, on peut entamer une procédure de désaveu de l'enfant pour pouvoir briser, si tu veux, annuler le lien de parenté qui s'est fait de par la présomption de la loi. Tout à fait. Très bien.
C'est bien compris. Mélissa. Et je me suis dit qu'on pourrait quand même terminer sur une petite note quand même qui est bon à savoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner n'importe quel nom à son enfant. Donc, l'officier d'état civil ne peut recevoir comme nom ou prénom que des noms établis normalement dans le calendrier, dans les différents calendriers ou selon la tradition ou l'usage. Donc, on ne pourrait pas appeler notre enfant Table, par exemple. Ah ouais. Je donne juste un exemple. Ou à qui la faute. Et voilà. Merci Mélissa, on retrouve beaucoup de plaisir. On va à la pause. Ou à qui la loi? Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Merci d'être toujours en notre compagnie. Et nous poursuivons ce rendez-vous-là avec, comme invité ce soir, monsieur Josué Guébo, et il est l'entrepreneur donc écrivain, et monsieur Moïse Kosounou. Bon, enfin, voilà, je renverse tout ça et je mets tout ça dans l'ordre. Ben voilà, ils sont tous écrivains, ça va être plus simple. Parce que je tenais justement l'ouvrage, c'est celui qu'on m'a donné, hein. Désolé monsieur Guébo, on m'a donné celui de monsieur Kosounou. Ça doit changer? Non, ça doit changer? Ça doit changer, non. Alors, on va tout de suite commencer par un petit regard. Merci Alain, vous êtes très gentil Voilà, on va commencer par donc votre regard sur l'actualité sociopolitique ivoirienne. Monsieur Guébo, je ne pensais pas. Alors, je pense que Le regard de l'écrivain, du penseur libre. en règle générale, il y a une relative accalmie, parce que je veux dire que on ne peut pas dire que c'est une paix avant la tempête, mais en tout cas, on n'entend pas de bruit de bottes, on n'entend pas de front social qui s'allume. Donc il y a un relatif calme, un calme apparent. Donc je pense que c'est heureux. Mais on pourrait aussi penser qu'il y a beaucoup d'attentes, parce que la question de certains détenus continue d'être, je veux dire, dans la pensée de tout le monde. Donc pour moi, on peut dépasser ce calme apparent pour entrer dans une vraie décrispation en fait. Normalement, au-delà de ça, c'est-à-dire le regard, la lecture de l'écrivain, de celui qui rêve un peu de la société. Quelle lecture vous faites de la situation actuelle? Est-ce que vous êtes là, c'est comme si vous faisiez des hypothèses, mais vous dites quoi, sérieusement, quand vous voyez une sorte d'alcalmie comme ça? Je me dis que ce n'est pas la société idéale. Ouais. On pourrait faire beaucoup mieux. Parce que la Côte d'Ivoire telle qu'on la rêve, c'est une Côte d'Ivoire des libertés, c'est une Côte d'Ivoire de la cohésion, de l'entente. Mais je pense que les stigmates des différentes difficultés que nous avons vécues, les stigmates des différentes confrontations sont encore bien évidents. C'est ça. Pour associer votre titre, le titre de votre ouvrage à la situation politique, sociopolitique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que ce qu'on vit en ce moment a besoin de changer? Au fond, qu'est-ce qui doit changer? Votre question me rappelle juste, c'est une anecdote. J'étais en train de faire une dédicace dans une librairie de la place. Et à l'entrée de la librairie, nous avions une table qui était attenante, et il y a un monsieur qui rentre avec son épouse, pendant que j'étais avec d'autres lecteurs. Il rentre, il me dit, ah ben écoutez, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer, monsieur? Qu'est-ce qui doit changer? Cherchant mes mots pour lui répondre, son épouse qui lui dit, le monsieur parle de ton comportement, c'est ton comportement qui doit changer. Alors, tout le monde a rigolé, sur le champ, il a pris la main de son épouse, ils sont partis. En fait, pour être un peu plus sérieux, ce qui doit changer dans ce pays, on peut partir de plusieurs regards. Ça dépend des lunettes en fait qu'on porte. C'est ça. Et là, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. J'ai le souvenir d'une nuit du destin qui a été prêchée par l'imam Ousmane Diakité. Et ça m'est resté à l'esprit. Il a dit à l'entame de son propos, que nous sommes dans une ère qui rappelle en fait une épreuve dont a parlé le prophète Mahomet. Et l'épreuve de sa communauté, c'était le rapport de l'homme à l'argent, le rapport de l'homme à la richesse, sa façon de s'enrichir et sa façon de dépenser. Alors il se demande, ce rapport à l'argent, il est licite, il est moral, la façon de gagner de l'argent, il est licite, il est moral. Et moi je pense, comme l'imam Ousmane Diakité, que ce qui doit changer dans ce pays, fondamentalement, c'est le rapport de l'homme à l'argent. Et pourquoi je vais vous le dire? Il y a 3 ans, je me suis amusé à utiliser une matrice qu'on utilise dans le domaine des entreprises, qui s'appelle la matrice, je crois, d'Ishikawa, qui vous permet de faire l'analyse des causes.
et des effets. Vous avez tel effet. Qu'est-ce qui explique que nous avons ceci? Par exemple, je prends l'exemple de l'école ivoirienne. On a tout le monde aujourd'hui, je dirais, un peu dépassé par ce qui se passe au niveau de l'école ivoirienne. Qu'est-ce qui est à la base, en fait, de ce mal-là? Ou bien qu'est-ce qui est à la base de la corruption? Qu'est-ce qui est à la base de ceci? Et vous avez différentes causes jusqu'à ce que vous tombiez sur la vraie cause. Et quand j'essaie de faire un rapprochement de tout cela, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler dans un second livre, le rapport de l'homme à l'argent. Je ne dis pas l'argent en lui-même, mais l'amour de l'argent, le rapport de l'homme à l'argent, le rapport de l'homme ivoirien à l'argent est un véritable problème dans ce pays. Et l'imam Boakari Fofana, la même nuit, a dit que lorsque les Ivoiriens seront capables justement de dépasser cela, d'assainir leur rapport à l'argent, nous aurons en ce moment-là une société noble. Et il a bien dit, une société noble, une société purifiée dans laquelle il fait bon vivre. Et j'aimerais justement considérer que leur analyse, je la partage fondamentalement et elle me touche. Voilà. Est-ce que l'imam, justement, ne parlait pas plutôt des hommes politiques? Parce que ce sont eux aujourd'hui qui gèrent l'argent public. Parce qu'on dit le rapport des Ivoiriens à l'argent, ça me paraît quand même assez large. Est-ce qu'au travers de son propos, ce n'est pas une forme de parabole aussi pour désigner une caste ou un clan ou des gens? Je ne voudrais pas trahir la pensée de l'imam. Il n'a pas parlé des hommes politiques. Il a parlé de la société ivoirienne. Je partage l'avis de l'imam. Les hommes politiques sont les hommes politiques. Mais on ne peut pas mettre tout sur le dos des hommes politiques. Dans le livre que j'ai écrit, dans un chapitre, j'ai pris l'exemple d'un petit village qui se retrouve à la frontière ghanéenne. Et lorsque vous passez dans ce village... Il ne ressemble pas à Noé. Hein. Il ne ressemble pas au village de Noé. Non, non, pas du tout. C'est un village imaginaire. Et c'est un village qui a une position extrêmement stratégique. Et parce que les camions passent par ce village pour aller vendre en fait leur matière première au Ghana. Parce que vous avez un différentiel de prix entre la matière première qui est vendue en Côte d'Ivoire et le Ghana à peu près de 200 francs qui est favorable au marché ghanéen. Alors donc lorsque vous avez une cargaison de 40 tonnes, ça vous fait un différentiel de prix de 8 millions. On n'a pas besoin de réfléchir. Et donc tout le monde veut passer par ce village pour aller vendre son produit au Ghana. Alors les villageois, un comité, a mis en place une taxe en fait de passage et on prélève à peu près 1 million de francs par camion. J'ai donné des exemples dans le livre. En 2019, vous avez 403 camions qui sont passés par ce village. Faites le calcul. En 2020, vous avez 306 camions qui passent par ce village. Regardez la masse en fait d'argent. que ce village a pu ramasser. Mais dans ce même village, l'école n'a pas de toiture. Les enfants, comme tous les enfants des écoles primaires de Côte d'Ivoire, n'ont pas à manger à midi. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Alors, cher ami Kossoro, si je peux me permettre, il me semble qu'au-delà de la question de l'argent, plus fondamentalement, l'argent, il me semble que c'est un élément, j'allais dire, secondaire. C'est une question de valeur. Parce que nous sommes dans un rapport à l'argent, mais nous ne sommes pas, je veux dire, le pays le plus passionné par l'argent. Hein. Parce qu'il me semble qu'il y a des pays ultra-libéraux. Donc, c'est moins le problème de l'argent que le rapport à l'argent. Donc, la question des valeurs plus fondamentalement. Vous voulez préciser votre pensée? Oui, je voulais insister sur la question des valeurs. Nous sommes totalement alignés. Oui, je comprends parfaitement. Mais on peut se tromper, en fait, parce que vous faites une analyse économique. Mais je pense que l'analyse économique est un fait objectif, mais on peut le dépasser, l'approfondir, parce que plus fondamentalement, il me semble que la question de l'argent devient problématique quand les valeurs sont bousculées. Le problème fondamental, c'est qu'il doit changer, au-delà de la question de l'argent, c'est le rapport aux valeurs. Quelles sont les valeurs véhiculées? Quelles sont les valeurs promues? Quelles sont les valeurs exhibées? Quelles sont les valeurs posées comme fondamentales dans notre société? Très bien. Alors, je permets à M. Kossounou de préciser sa pensée avant qu'on passe à... Je suis totalement en phase avec ce que dit M. Guébo. Vous mettez le doigt, quand vous dites c'est un problème de valeur, c'est vaste, c'est énorme. Quand vous dites c'est un problème de valeur, c'est l'éducation, le droit d'aînesse, tout et tout, ce sont des questions qui sont liées en fait aux valeurs. Le problème de la Côte d'Ivoire, fondamentalement, et quand je dis c'est la question de l'argent, ce n'est pas une donnée économique, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une donnée économique. Et quand on parle de la question du rapport de l'homme à l'argent, lorsque ce rapport il est biaisé, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental qui découle effectivement de la question des valeurs, des mentalités. Nos rapports, qu'est-ce qu'on pense, comment on se situe
par rapport à tous ces enjeux. Donc il faut peut-être nommer ce mal-là, ou pour ne pas dire ces mots. Est-ce que c'est la corruption, ce sont les détournements? Pour moi, ce sont des effets. Ce n'est pas ça le problème. Ça, ce sont des effets. Vous savez, lorsque la mentalité, lorsque votre conscience n'est plus un véritable rempart, n'est pas un rempart face à votre appétit, lorsque l'homme naturel, M. Guébo est philosophe, non, je ne vais pas m'hasarder à aller sur ce domaine. Non, on va y aller. Non, On est tous philosophes. On est tous philosophes à des degrés divers. Lorsque, fondamentalement, vous n'avez pas le mental, vous n'êtes pas structuré pour être un homme, effectivement, de valeur, les histoires de corruption vont apparaître. Et vous allez facilement céder. Donc la corruption n'est que, je dirais, lorsque quelqu'un demande de l'argent pour faire ceci, pour moi, c'est la conséquence logique en fait, d'un biais qu'il a au niveau de ses propres valeurs et comment il est structuré dans sa Très bien. tête. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, je pense que vous vous rejoignez, mais après, on verra la prééminence de l'argumentaire, c'est qu'au final, qui nous empêche ou bien qui va nous aider à être fort dans la tête pour être un blocage vis-à-vis des esprits corrupteurs ou de ceux qui veulent nous faire des tentations. Et c'est là où Israël, Josué. C'est sûr que ça allait sortir. C'est là où Josué et Guébo, et vous rejoignez, je pense. D'un côté, ils nous parlent de valeurs, mais qui nous inculque les valeurs? Ce sont nos familles, ce sont nos parents, et puis ce sont nos politiques. C'est là où ça devient très intéressant de se dire, là, l'exemple que vous donnez, c'est un exemple d'organisation de société. C'est-à-dire que voici une société dans ce petit village qui s'organise, mais qui sont ceux qui portent justement la responsabilité de la redistribution? C'est ce que j'allais lui demander. C'est ça le politique. À qui ces fonds sont-ils destinés? Qui, finalement, de votre point de vue, doit nous aider, doit nous inculquer ces valeurs-là ou nous aider à être mentalement bons face à l'argent? J'ai insisté sur la notion de valeur parce que ça me semblait être un peu plus... sur la responsabilité. Hein. Oui, ça me paraît plus global pour le saisir. Sinon, je suis en phase avec lui sur la question de l'argent. Mais quand une question, par exemple, de rapport au travail, je pense que l'une des faiblesses fondamentales de nos sociétés, c'est le rapport au travail. Bien sûr. Je ne travaille pas suffisamment. Et les gens trichent avec le travail. Des fois, on a un rapport très superficiel au travail. On va être rémunéré sans travailler. Donc, c'est vrai que la question de l'argent est fondamentale. Et on sait très bien que le capital, c'est du travail matérialisé. Ouais. Donc, les deux questions sont en écho. Mais ce que je veux dire, pourquoi j'insiste sur la notion des valeurs, c'est parce que j'estime qu'il n'y a pas de société qui s'élève sans qu'on lui ait inculqué, j'allais dire, de la rectitude. Si on est dans la reptation, on est couché, on n'est pas droit par les valeurs, on se perd. Mais alors, vous parlez tous les quatre. Qui est responsable ici là? Il y a les politiques. Je dis que le contribuable, l'argent du contribuable est mis à contribution. Il y a des gens qui reçoivent cet argent-là pour travailler pour la société. Mais je dis qu'on promeut des modèles. Quand on a une société, il faut absolument que des modèles soient promus. L'école publique a le devoir de promouvoir des valeurs. Les pouvoirs publics ont une obligation d'exemplarité. Et donc, je pense d'abord en premier lieu aux politiques, ensuite aux enseignants, je dis aux formateurs en général. Mais pour moi, les enseignants sont, je dis, des adjuvants ou ils sont liés au pouvoir politique. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que leader de la société civile, en tant que religieux, toutes les personnes placées en position d'exemplarité ont le devoir d'élever les populations aux valeurs. Je suis en phase avec Josué. C'est une responsabilité qui devrait être partagée, aussi bien par les familles, par toutes les collectivités, par les corporations. C'est une responsabilité partagée. Mais le plus important, l'impact le plus puissant qu'on peut avoir avec les valeurs, qui doit l'initier? Pour moi, ce sont les personnes qui ont les décisions au niveau public, c'est-à-dire les politiques. J'en parle tout simplement parce que moi j'aime bien Karl Marx lorsqu'il dit que la conscience en fait, de l'homme est dravée par son environnement matériel. C'est l'environnement dans lequel on est qui forge en fait notre façon de penser. C'est la raison pour laquelle en Côte d'Ivoire, il est important. Nous sommes dans un virage extrêmement important pour les générations prochaines qui arrivent. Si rien n'est fait maintenant pour remettre en fait ce pays sur les rails, sur notre façon de penser, sur notre rapport à l'argent, sur notre rapport au travail, je suis convaincu que la Côte d'Ivoire, dans les années à venir, vivra des lendemains extrêmement difficiles. Si rien n'est fait, on va retenir ce bout de phrase-là avant de revenir pour la pub. Que doit-on faire? On aura l'occasion d'en parler après ceci.
sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la dernière partie de ce rendez-vous avec nos invités, et cette fois dans l'ordre, l'écrivain universitaire Josué Guebo et l'autre entrepreneur et écrivain, il s'appelle Noé Moïse Kosonou. Alain Toussaint, juste avant la pub, vous aviez une question? Oui, en fait, moi, je voulais poser juste une petite question. Comment peut-on dénicher ces oiseaux rares sur lesquels l'argent n'aurait pas de pouvoir? Parce que vous parlez d'une société un peu plus vertueuse. Qu'est-ce qu'on fait? Et avec qui doit-on bâtir cette société-là? Vous faites bien, Alain Toussaint, d'en parler, parce qu'au niveau de la page 19 de votre ouvrage, je crois que vous indexez une première cause, c'est la pauvreté. Je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé. On a parlé du rapport de l'homme à l'argent, mais est-ce que le mal ne s'appelle pas la pauvreté? Vous le dites dans votre ouvrage, vous citez la pauvreté. Pour moi, la pauvreté est la conséquence. La pauvreté n'est pas une cause. Moi, je connais des gens qui sont pauvres et qui sont très dignes. Je connais des gens, et j'en connais, la plupart des gens, je connais beaucoup de personnes pauvres, mais qui ont un rapport à l'argent extrêmement respectable. Ce sont des personnes sur qui l'argent n'a aucun pouvoir. Et ça, j'en connais. Même peut-être qu'ici, vous avez des hommes politiques, mais peut-être qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas. Pour rester dans son exemple, je suis le bouquin d'une partie que j'ai lu, c'est une parenthèse. C'est-à-dire qu'on organise, c'est un prêtre, un prélat à Koumassi qui organise un moment de solidarité, tout ça. Vous parlez, les gens envoient l'argent, des Libanais qui ont des grosses sociétés envoient de l'argent. Et vous avez été, et ça pour l'exemple, c'est que vous avez été épaté par un Mauritanien. Oui. C'est ça qui m'intéresse dans ce qui c'est-à-dire que finalement, tout cela ont donné, il y a des gens qui ont donné des millions, tout ça, pour faire cette journée-là de célébration de la solidarité, mais finalement, la personne qui l'a le plus intéressé, c'était ce Mauritanien. C'est un peu dans ça que vous voulez dire finalement. Qu'est-ce qu'il fait ce Il est le Mauritanien? plus pauvre, mais sans doute Le plus vertueux. Le plus vertueux. Ce que vous dites, j'ai encore la chair de poule quand je vois ce monsieur. Il m'a demandé, mais pourquoi on n'initie pas ce genre de choses chaque mois? Parce qu'il ne savait même pas qu'à Abidjan, il pouvait avoir des gens qui pouvaient vivre avec un tel niveau de pauvreté. Vous avez des gens que vous allez voir, peut-être qui ne savent même pas les conditions dans lesquelles les gens vivent. Ils n'ont peut-être pas vos moyens, n'ont peut-être pas les moyens que moi j'ai, mais ce sont des personnes qui sont capables en fait de donner. C'est ceux-là, justement, malheureusement, que notre société ne célèbre pas. Et toujours dans la page 19 de votre bouquin, vous parlez de cette foi en l'humain. Oui, oui. Il faut, moi, je ne parle pas de moi nécessairement, mais cette foi en l'humain amène les gens à un moment à surpasser ce qui paraît même insurmontable. Et donc la réponse, l'une des réponses d'Alain à la question d'Alain Toussaint, ce serait ça, ce serait la foi en quelque chose. Enfin, c'est quoi? Il faut croire en Dieu, il faut croire trouver en... cet oiseau rare. C'est ça finalement, c'est quoi? Quelle est la Des gens mécanique, courageux de ces gens-là? qui peuvent résister à la Alors, tentation. je peux me permettre. Vas-y, Josué. Moi, je oui. parle d'idéal. Oui. Je parle d'idéal. Je pense que la vertu s'appuie sur l'idéal. Il faut présenter un horizon. J'appelle idéal un horizon perçu comme positif. Le rêve américain dont on a parlé, il faut avoir des idéaux, mais positifs. Je veux dire que la plupart des gens vivent de manière opportuniste. Au lieu de chercher à travailler dans la stratégie, on est dans la tactique. Avoir de l'argent dans les médias, avoir des bénéfices, je veux dire, à courte vue, il faut avoir un idéal. Et cet idéal-là, c'est l'idéal de la vertu. Ces oiseaux rares, c'est des gens à qui des valeurs ont été présentées comme idéales et ces personnes adhèrent à ces idéaux-là. Est-ce que finalement Josué Guebo, là, sur ça, ainsi parlait Bernard Dadier, donc un de nos grands penseurs de l'indépendance, avant même jusqu'à C'est exactement ça. Et donc, est-ce que finalement, on n'a pas suffisamment écouté les penseurs, on n'a pas suffisamment écouté les écrivains? Finalement, quelle est leur place dans cette transformation que vous C'est appelez? exactement Je vais ça. quand même vous prononcer là-dessus. Finalement, la place de cet écrivain-là, ce rêveur de notre société, quelle est sa place? Seri Bailly disait qu'on ne doit pas perdre la mémoire de la destination. C'est-à-dire que quand on marche, on doit savoir d'où on vient, ça nous permettra de savoir où on va. Quand on écrit un texte comme Ainsi parlait Bernard Dadier, il s'agit de faire un relais de culture. Il faut que les personnes qui sont placées comme des phares qui éclairent notre société puissent transmettre aux générations. Je pense qu'il y a une rupture générationnelle. Quand la société s'effrite, quand elle part en vrille, c'est parce que, de mon point de vue, les valeurs n'ont pas été suffisamment transmises. Il y a quand même des gens vertueux qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Il y a des exemples significatifs. Et qui vivent encore. Hein. Qui vivent encore, mais qui fait le relais? Qui fait le relais? Les enseignants,
les journalistes, en tout cas, il faut pouvoir mettre en exergue, mettre en lumière, mettre sous les feux de la rampe ce qui est essentiel. Par exemple, quand on présente Bernard Dadier, en tant que travailleur, en tant qu'idéaliste, en tant que rêveur d'une société idéale, c'est pour que d'autres personnes prennent le relais. En fait, ce que vous dites en filigrane, c'est qu'on est dans une société où on célèbre aussi des faux modèles. Bien sûr, des contre-modèles. Des contre-modèles. C'est cela qu'on célèbre. Et justement, Des contre-modèles. Ça m'amène à ma prochaine question, toujours en rapport avec le titre de votre bouquin, Monsieur Moïse Cossonnou. Est-ce que ça peut changer? Parce que derrière tous ces grands débats, ces grands écrits, ces grands concepts, la réalité n'est pas différente. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Ça va changer. Parce qu'on n'a pas le monopole de la difficulté. Je veux dire qu'il y a des pays qui ont vécu dans la même situation endémique du point de vue moral que nous, mais qui ont changé. Nous sommes des hommes à part entière, non des hommes entièrement à part. Et donc, on peut changer. comment on change? On change en continuant la mobilisation, en continuant, j'allais dire, ce que Henri Nkoumou appelle le passage des valeurs, le passage des témoins. La vie consiste à célébrer, mais à transmettre, comme disait Lévinas. Il faut transmettre. Et c'est pour ça que je suis triste quand l'école est brisée. Je suis triste quand, à l'école, la hiérarchie est renversée. Quand c'est l'élève qui dit que ça doit au maître. Il faut remettre l'école sur pied. Il faut remettre les religions sur pied. Il faut remettre la société politique sur pied. Ça commence par quoi? Ça commence par un travail de conscientisation. De conscientisation. Et qui pourrait faire ce travail? J'allais poser la question. Pour vous, quels sont ces femmes ou ces hommes de valeur, ceux qui peuvent porter ces nouvelles espérances-là? Bon, vous savez, il n'aime pas parler de lui, et moi je parlais de Noé Cossonnou, par exemple. Bon, je trahis un secret, on se connaît par ailleurs. On a eu à discuter dans un lieu certain. Je me dis, voilà, des personnes qui contribuent à apporter une vision. Il a vécu hors du pays, il est venu en Côte d'Ivoire. Il aurait pu se contenter d'en parler de façon confidentielle, dans les cercles restreints. Mais quand on publie un ouvrage qui ouvertement dit non à des pratiques, je pense que c'est une contribution, une pierre qu'on apporte à l'édifice. Pour faire un parallèle avec notre sujet du petit débat, quand on publie avec du papier, est-ce qu'on est sûr qu'on va être lu? Non, mais il y a On a l'écran aujourd'hui. versions, Je veux dire qu'on peut... Ils sont à l'écran. Il a écrit, mais il faut avoir ensuite des relais. Des relais. Mais chacun doit envoyer sa petite pierre à l'édifice. Il ne fera pas tout. Nous ne ferons pas tout. Mais tu écris, et ensuite d'autres personnes prennent le relais. André, je faisais un tout petit vote de parole, ça existe en version numérique. On est en train de le faire. Très bien. Pour répondre un peu, pour contribuer un peu à cette réponse, je reviens encore sur cette nuit du destin. Le premier, il était ministre de l'Intérieur en ce moment, qui était le porte-parole du président de la République à cette nuit du destin, a dit ceci. Il portait la parole du président. Il dit, le président est d'accord avec tout ce que l'imam a dit. Et qu'il a observé que partout, dans toutes les sociétés, où l'argent, le rapport de l'homme à l'argent prend le pas, c'est que les valeurs spirituelles ont reculé. C'est ça. C'est la parole du président de la République, le président Ouattara. Et donc pour cela, il s'engageait à faire en sorte que les valeurs spirituelles dans l'éducation des personnes soient suffisamment renforcées. Et moi, je suis d'accord avec. Parce qu'à un moment, il est important que l'homme se pose les vraies questions sur la finalité de sa vie pour qu'il arrive à se déterminer lui-même. C'est très important. Il y a une prise de conscience personnelle que chacun doit avoir et qui se détermine par rapport à des faits de corruption, de vie facile. Et comment vous vous sentez lorsque vous êtes un père de famille et que vous avez eu de l'argent public pour pouvoir développer, je ne sais pas, une région, pour pouvoir amorcer un développement quelque part, et que par des tours de passe-passe, vous vous retrouvez à avoir des milliards de cet argent, de l'argent public, dans votre compte. Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est pour ça que je suis d'accord avec Josué. Comment vous vous sentez? Comment dans votre esprit ça se passe? Vous êtes content par rapport à cela? Si vous êtes content par rapport à ça, c'est que vous avez un vrai problème. Non, je veux réagir sur ce qu'il dit. C'est pas que je suis en désaccord avec lui. Bon, je dis comme ça, mais je suis un peu dérangé par rapport au fait que c'est des penseurs, c'est des philosophes, c'est des écrivains, c'est des rêveurs. C'est lié au fait que je pense qu'en disant ça, tout ce que j'ai entendu, ça me rappelle trop une mécanique un peu trop libérale. Vous savez, le libéralisme, en réalité, et beaucoup le savent, Toussaint, je rappelle, il pourra me dire, c'est de consacrer l'individualisme. C'est-à-dire que je pense que la prise de conscience dans ce que vous venez de m'expliquer est trop individuelle. C'est-à-dire que le libéral, de toute façon, lui, ce qui l'intéresse, c'est de s'investir pour gagner de l'argent. Il n'est pas dans un processus collectif. C'est là où je veux vraiment insister auprès de vous pour dire, mais c'est à quel moment on fait jouer la conscience nationale, pas seulement la conscience personnelle, parce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Comment le père de famille se sent?
Mais c'est aussi le regard de la collectivité Dans la qui société. permet de faire changer les choses. Et donc sur ça, comment on fait pour que on soit plus seul à être mal à l'aise, mais qu'on soit collectivement mal à l'aise face à ces enrichissements qu'on développe. C'est ça la Et si on est collectivement mal à l'aise, vous estimez que ça va faire avancer Non, les je choses pose plus la question rapidement? pour savoir, oui. La première des choses à faire, je suis aligné vraiment sur Josué lorsqu'il parle d'un travail de sensibilisation. Peut-être qu'il peut prendre du temps, mais il faut y arriver. Il y a un travail de sensibilisation, de prise de conscience qu'il faut faire, parce que la prise de conscience est comme un interrupteur en fait, qu'on appuie lorsque tout est noir. Et lorsque quelqu'un prend conscience dans une situation donnée, la personne est capable de donner alors un sens en son engagement. Mais tout simplement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous avez l'impression que les gens ne savent pas réellement dans quoi est-ce qu'on est. Je vais vous dire une chose. Ce qui va contribuer à changer les choses dans ce pays, et je le dis et j'en suis convaincu, c'est la posture que nous avons face à nos autorités politiques. C'est la posture. Donc on revient à ce que j'avais dit dès le C'est départ. la posture que nous avons. Il faudrait, et de plus en plus que les gens comprennent, que l'argent public est l'argent du peuple. On ne peut pas s'amuser avec l'argent public. On ne peut pas prendre de l'argent public pour acheter une ambulance et la donner à une communauté et nous dire qu'on fait un don. que c'est, je ne sais pas, telle autorité politique qui donne et les populations sont là en train d'applaudir. C'est totalement inacceptable. Alors, pour que ça fonctionne, Ouais. il faut que les gens comprennent déjà que c'est inacceptable. C'est pour ça que je parle d'éducation. Il y a des choses qui sont scandaleuses, mais qui ne gênent pas du tout, parce que ce sont les valeurs qui ont été promues. Je veux dire que si, par exemple, quand il y a une élection, ce ne sont pas ceux qui votent qui comptent, mais c'est ceux qui comptent qui votent, je parle avec ironie, il y aura un problème. Il y aura un problème. C'est ceux qui comptent qui votent, mais ce n'est pas ceux qui votent qui comptent. Moi, Alors, il faut que Allez-y. ceux qui votent comptent. Mais ça passe par une éducation. Ça passe par l'éducation. Je veux dire que des choses sont scandaleuses, mais ça ne gêne pas. Par exemple, quelqu'un peut venir et dire j'offre une route. Mais ce n'est pas tes sous. Ça ne gênera pas si on ne sait pas, par exemple, que ce n'est pas comment ça se passe. J'insiste sur l'éducation. J'insiste sur la réforme de l'école. J'insiste sur la réforme des religieux. Parce qu'on a en Côte d'Ivoire une religion ou des figures emblématiques, ou quelquefois des icônes du milieu religieux qui elles-mêmes sont sujettes à caution. Il y a une crise des valeurs, il y a une crise des icônes. Il faut que ce qui est promu comme étant des valeurs soit vraiment vertueux. Leadership. Noé Moïse Kosonou, vous êtes l'auteur de Non, ça doit changer. L'ouvrage est disponible en ce moment. Oui, il est disponible. Il est disponible. Et puis, Josué Guébo, vous êtes l'auteur de Ainsi parlait Bernard Dadier. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir. Je pense qu'on aurait eu plus de temps. Il y a beaucoup plus d'idées encore à partager. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau pour, avec vous, aborder d'autres questions de notre société qui vous tient tant à cœur. Merci André, merci Alain, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre moment dans le Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.